Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On attaque les sorties livresques de septembre 2022 et oui, à la rentrée, il y a une tonne de titres les gars, une tonne qui me fait diablement envie parce que vous allez le voir très bientôt, j'ai été plutôt sage au mois d'août, donc voilà, l'univers a décidé de me punir, de me tenter du coup au mois de septembre, donc on y va, c'est parti pour 38 titres. On commence comme d'habitude avec les grands formats et le 1er septembre est sortie La prophétie des sœurs serpents d'Isis Labo Caberia aux éditions Slalom. Comme d'habitude, je me charge de vous lire le résumé de la maison d'édition, la sororité au cœur d'une aventure fantastique. Adolescente parisienne et mal dans sa peau, Naïla se prépare à passer un été ennuyeux chez sa grand-mère en Martinique. Un pays dont elle ne connaît rien et ne veut pourtant rien savoir. Mais derrière le cliché des plages de sable blanc et des cocotiers, la jeune fille ne tarde pas à découvrir une réalité tragique, celle d'une terre encore meurtrie par les cicatrices du colonialisme. Un vieux secret de famille va alors la mener sur les traces de la magie ancestrale et de l'histoire de l'île au XVIIe siècle. À cette époque vivent Nonum, jeune chamane Kalinago, confrontée à la violence des colons, Funmilayo, prêtresse Yoruba déportée sur l'île comme esclave, et Rosen, paysanne bretonne arrivée dans la colonie comme engagée après avoir été accusée de sorcellerie. Top. Réunies par une prophétie millénaire et une quête désespérée, les 4 jeunes femmes éprises de liberté découvriront la puissance de la sororité face à l'oppression et tenteront à leur risque et péril de changer le cours de l'histoire. Wow, on adore, j'adore le contexte et hyper original, enfin par rapport aux lectures que j'ai pu faire jusque là, donc c'est dans un premier temps ça qui m'a attirée, et puis le coup de faire comme ça un récit qui, je sais pas s'il va y avoir des voyages à travers le temps, enfin vous voyez, mais un récit qui passe en tout cas d'une époque à l'autre, ça peut être hyper intéressant, comme il y a une touche de fantastique a priori. Je pense que Naïla, c'est ça, devrait passer peut-être au XVIIe siècle, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça hyper intriguant, donc voilà, je me le suis noté pour vous aussi. On enchaîne avec une nouvelle sortie du côté d'une petite maison d'édition que j'adore, que je vous présente genre à chaque fois. Le 1er septembre est sorti aux éditions Gulfstream un nouveau titre, Le dernier lion d'Albâtre de Dana B. Chalice. On est encore sur un titre qui fait partie de la collection Électrogène, une aventure initiatique dans un univers magique et mystérieux, nourri de mythologie orientale, explorant des termes riches et profonds. Une quête épique au rythme captivant menée par des héroïnes charismatiques. Des héroïnes. Vraiment, j'ai fait la liaison. Je ne sais pas. Alors, côté résumé, qu'est-ce que ça donne? Dans les rues sombres de Tiniri, une ombre fugace évolue de toit en toit, aussi furtive qu'un rapace. Ashtiri, une ancienne esclave de 17 ans, est devenue voleuse pour survivre, la meilleure d'ailleurs. Et sa réputation a franchi les frontières. Le roi Dolphen la mandate afin d'accomplir une mission décisive. Impuissant devant une armée de démons à la progression implacable, le souverain a l'espoir fou qu'Ashtiri retrouvera le dernier lion d'Albâtre, un mage guerrier légendaire. Dans cette quête, au cœur d'un environnement hostile, les convictions d'Ashtiri vacillent une à une face aux volontés des divinités cosmiques, maîtresses du destin des mortels. Franchement, Gulfstream va falloir arrêter parce que concrètement, je ne peux pas me permettre de tout acheter chez vous, mais ça va devenir compliqué à force. Bref, on passe à un autre jour, le 7 septembre est sorti, parce que oui, je suis très à la bourre sur ces sorties livresques, donc c'est déjà sorti. Le tome 1, donc The Love Hypothesis, alors voilà, ne faites pas attention à mon accent, d'Ali Hazelwood aux éditions Hauteville. C'est un titre dont je vous parle, ou que j'avais repéré. Non, je crois que je vous en ai parlé. Je sais plus pourquoi. Mais bref, je l'avais repéré lors des sorties livresques. Mais il y a vraiment très très longtemps. Sauf qu'il était en anglais ou il était en format e-book. Enfin bon bref, il n'était pas du tout édité en livre. Enfin en format papier. Donc concrètement, on était passé à l'as. Mais franchement, c'est un titre qui me
tente énormément, qui a fait beaucoup de bruit. Je crois que c'est sur TikTok, il me semble. Donc voilà, tout le monde attendait la sortie de ce titre et ça a l'air plutôt sympa. On a un petit commentaire du coup des éditions. N'importe quoi, des autrices Christina Loren, donc une perle dans le monde de la comédie romantique, en plus d'être profondément intelligent, ce roman propose un délicieux moment d'évasion. Je vous parle un petit peu du pitch quand même. Olive Smith, étudiante en 3e année de thèse, ne croit pas aux relations durables. Anne, sa meilleure amie, si. Raison pour laquelle Olive se trouve dans le pétrin. Afin de convaincre Anne qu'elle est heureuse en amour, Olive ne peut se contenter d'un simple mensonge. Les scientifiques ont besoin de preuves. Comme tout biologiste qui se respecte, Olive panique et embrasse le premier homme qu'elle voit. Or, cet homme n'est autre qu'Adam Carlsen, oui, jeune professeur sexy et tyrannique à Stanford. Contre toute attente, Adam accepte de prétendre être son petit ami. Plus surprenant encore, il est parfait en tout point. Soudain, leur expérience est proche de la combustion, et Olive découvre que tester ses hypothèses sur l'amour peut s'avérer dangereux quand c'est son propre cœur qu'on met sous un microscope. Allez, franchement, ça peut être trop sympa dans le monde de la science, de la médecine, etc. Ça peut être... Enfin voilà, je trouve que ça a l'air assez cool. Et il me semble que du coup, on est sur une série, alors pas avec les mêmes couples, mais vous voyez ce que je veux dire? Bref, en tout cas, c'est le tome 1 et ça me donne vraiment très envie. Donc merci Hauteville de l'avoir traduit. Toujours le même jour, et là c'est une sortie, franchement, si vous n'en avez pas entendu parler, on la voit passer partout. Le 7 septembre sort chez Big Bang Dark Rises, le premier tome de C.S. Paca. Une nouvelle ère de ténèbres se profile. Paf, ça vous plante déjà un petit peu le décor. Big Bang, enfin du coup groupe Brajlon, vraiment se donne à fond là sur les sorties. Je peux vous dire qu'ils vont faire de la concurrence à deux Saxus. Pas tard, c'est évident. L'ancien monde et sa magie ne sont plus. Ses héros sont morts, ses châteaux en ruine et la bataille épique entre l'ombre et la lumière a sombré dans l'oubli. Seuls les Stewarts s'en souviennent et veillent siècle après siècle. Stewarts. Ouais, ok. S'en souviennent et veillent siècle après siècle pour protéger l'humanité du retour du roi obscur. Jeune docker de 16 ans à Londres, Will est en fuite. Ah, j'arrive plus à parler, c'est une catastrophe. Jeune docker de 16 ans à Londres, Will est en fuite pourchassé par les hommes qui ont tué sa mère. Je suis désolée. C'est pas du tout le ton que je devrais prendre, mais en fuite, ça m'a tué. Will en fuite, j'ai dit, c'est pas possible. Jeune docker de 16 ans à Londres, Jeune docker de 16 ans à Londres, Will est en fuite pourchassé par les hommes qui ont tué sa mère. Lorsqu'il apprend que sa destinée est de rejoindre les Stewarts, Will se retrouve brusquement plongé dans leur monde de légende et de magie, où il commence un entraînement rigoureux en vue de jouer un rôle déterminant dans la bataille qui s'annonce contre l'obscurité. Les jeunes descendants des combattants des deux camps n'ont d'autre choix que d'investir les rôles qui leur sont destinés. Celui de Will sera de se tenir aux côtés des derniers héros de la lumière pour empêcher la destruction de son monde. Ok, cool, j'aime beaucoup. Du coup, il était passé un peu la couverture en même temps que la réédition. Qu'est-ce que c'est que cette méga saga là? Ah, qui est ressortie chez Brajlon. Franchement, c'est pas le Prince Cruel, c'est l'autre. Prince Captif, je crois que c'est ça. Enfin bon, bref. Du coup, il y a quelques similitudes. Je sais pas trop si c'est le même genre, pour être honnête. Voilà, je n'en ai pas encore entendu de retour. Donc je pourrais pas vous dire. Même jour encore, le 7 septembre, sort un livre dont on a déjà pas mal entendu parler, là, chez les booktubeurs et bookstagrammeurs, bref, c'est pas mal passé. C'est le tome 1 de la saga Fable, l'aventurière des mers, d'Adrienne Young aux éditions Rajo. Alors, juste pour votre information, Rajo a décidé quand même de proposer également des éditions reliées collector, en édition limitée. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, non mais bon voilà, on a compris le filon, on a compris qu'on était tous faibles face à des éditions reliées, franchement, mais au bout d'un moment, moi j'ai plus de place, mais ça va être compliqué. Je vous lis le résumé. Fable, 17 ans, est la fille du marchand le plus puissant des goulets près de la mer sans nom. Pourtant, après la mort de sa mère au cours d'une tempête, son père l'a abandonnée sur une île peuplée de voleurs où elle a dû se battre pour survivre. Plongeuse, découvreuse de gemmes qu'elle revend pour assumer sa subsistance, Fable poursuit un but,
quitter l'île et rejoindre son père afin d'obtenir son héritage, une place dans sa flotte. Pour cela, elle doit gagner le continent où il a établi son comptoir commercial. Elle fait appel à West, le jeune capitaine d'un navire marchand, le Marigold, qui accepte de l'emmener. Mais une fois à bord, alors qu'elle doit faire ses preuves et être acceptée par l'équipage, elle découvre que West et son navire ne sont peut-être pas ce qu'ils paraissaient être. Encore une histoire de la mer, de pirates, pourquoi pas? Je sais pas trop, du coup ça y ressemble en tout cas, mais je sais pas du tout où ça part. En tout cas, il a eu de très bons retours déjà, donc franchement, ça me titille. Mais j'ai toujours pas fini, en parlant de pirates, du coup je sais pas trop si ça a un rapport, mais j'ai toujours pas fini la saga Steam Sailors, et j'ai toujours pas fini la duologie, pourtant qui m'avait mis dans un état catastrophique, de Marie, du coup mince, je parlais bien évidemment de la carte des confins de Marie Repelin. Bref, on enchaîne, il faut que j'arrête de blablater, le 8 septembre. Est sorti donc, oulala, un titre qu'on a vu aussi pas mal passer, c'est le tome 1 de la série donc Les Monstres, donc le tome 1 intitulé Seul un monstre de Vanessa Len aux éditions Lumen. Je sais pas si vous avez vu la couverture, mais genre elle est magnifique. Alors, qu'est-ce que nous raconte le résumé? Un monstre et un héros s'affrontent, comme souvent, oui, on est tout à fait d'accord, sauf que cette fois le monstre c'est elle. Ok, n'oublie pas la règle d'or, personne ne doit savoir ce que tu es, jamais tu ne devras parler des monstres à qui que ce soit. Pour Joan Chang Hunt, les vacances s'annoncent idylliques. Elle est bien décidée à savourer tranquillement son séjour dans la famille un peu farfelue de sa mère à Londres. Elle adore son petit boulot au manoir de Holland House, où elle se rapproche peu à peu d'un autre passionné d'histoire, Nick. Oui madame, je veux. Mais rien de tout cela n'est en fait un hasard. Quand une nuit, un terrible drame se produit, l'été de la jeune fille vire au cauchemar. Les Hunt ne sont pas simplement de grands excentriques, ce sont des créatures dotées de pouvoirs cachés aussi fascinants que terrifiants. L'un des 12 clans qui règnent en secret sur la capitale. Le tueur de monstres des contes de son enfance n'est pas qu'un mythe. Il existe bel et bien et ne reculera devant rien pour abattre ceux qu'elle aime. Oh, quelle horreur! Pire encore, c'est Nick, le garçon auquel elle a commencé à s'attacher. Pour sauver les siens d'une mort certaine, Joan va donc devoir s'allier avec l'héritier d'un clan ennemi, Aaron Oliver. Est-ce qu'on est sur un triangle amoureux, les gars? Mais surtout, il va lui falloir accepter sa véritable nature, car dans cette histoire, le monstre, c'est elle. Monde magique dissimulé au milieu d'une autre, voyage dans le temps, famille rivale aux pouvoirs insoupçonnés et âmes sœurs contraintes de s'affronter, ce premier tome d'une trilogie fantastique menée de main de maître ne vous laissera pas un instant de répit. Ok. Bon bah je sens que celui-ci, il va y passer, c'est évident. Le même jour, 8 septembre, est sorti évidemment aussi Le secret de Night Silver d'Annalise Avery aux éditions PKJ. Pour sauver sa famille, Paisley devra défier le destin tracé par ses étoiles au risque de bouleverser le cours de l'histoire. Oui, j'adore, on repart l'histoire. Merci beaucoup le mois de septembre et toutes les éditions d'avoir sorti des bouquins rien que pour moi en fait. Concrètement c'est ça, vous voulez ma perte en fait. Dans une Angleterre où le chemin de vie de chacun est déterminé par les étoiles, Paisley apprend qu'elle est condamnée à mourir avant ses 14 ans. Ok, super. Est-ce qu'on serait pas un peu sur une redite de Nevermore, sauf que c'est 11 ans Nevermore. Bref, elle décide alors de cacher la terrible nouvelle à sa mère, une scientifique reconnue, et à son petit frère Dax, qui est handicapé. Elle reprend cependant espoir lorsque sa mère arrive à prouver qu'aucune destinée n'est en réalité scellée. Hélas, la chercheuse disparaît dans l'explosion de son laboratoire. Paisley en est persuadée, ce n'était pas un accident, et toute sa famille est menacée. Dans cette course contre le destin, la jeune fille parviendra-t-elle à protéger son frère et à échapper à la mort? Waouh, ok, d'accord. J'espère que ça se passe dans les premières pages, parce que sinon ça révèle quand même 2-3 trucs. Voilà, mais en tout cas, c'est plutôt très très intéressant. J'adore ce genre de pitch, c'est tout à fait pour moi. Donc voilà, alors on change totalement d'ambiance avec la prochaine sortie. On va faire un gros bond dans le temps au mois de novembre, puisqu'on va passer au mois de novembre. Mais bien sûr, au mois de septembre, je voulais dire. On va passer donc au 22 septembre.
jour de l'anniversaire de ma petite maman, avec une sortie L'archipel des oubliés de Nicolas Beuglet aux éditions XO. Alors on est bien évidemment avec Nicolas Beuglet. Oh putain, c'est pas lui, hein, c'est lui. Bref, peu importe. Je me fatigue. On est sur un, bien sûr, thriller policier. Alors, le problème, c'est que... bon, je l'ai mis parce que c'est une sortie de Nicolas Beuglet. Et que j'ai adoré, du coup, le titre que j'ai lu, là, de sa saga, Le Cri. Enfin bon, bref, peu importe. Mais en fait, je ne sais pas si c'est la suite de sa nouvelle série, Le Dernier Message, tout ça, ou si c'est un titre à part, ou une nouvelle saga qui commence. Je n'ai rien trouvé dessus. Donc j'en suis vraiment navrée du coup. Ils ne disent que ça, le résumé ne dit que ça. Avec l'archipel des oubliés, vous allez douter de tout, même de vous. Voilà. Voilà, tu prends ça et tu te débrouilles. J'ai envie de te dire, donnez-nous un petit peu plus, au moins quelques indices, quelques trucs quoi. Donc je sais pas quoi vous dire, mais en tout cas c'est un Nicolas Beuglet et je me devais de le mettre dans ses sorties livresques, c'était évident. Alors, en parlant d'évidence, j'ai envie de vous dire, le 29 septembre, une sortie de Saxus, si vous l'avez loupé, je sais pas quoi vous dire, eh bien c'est le livre 1 de la nouvelle saga Chasseur de flammes, Les sables d'Arawiya, je suis pas sûre de la prononciation, d'Afsa Faisal, donc voilà, donc chez De Saxus. Alors qu'est-ce que ça raconte? C'est un titre quand même, moi que j'ai dans les tiroirs depuis un sacré moment, parce que il l'avait prévu il y a déjà plus d'1 an je pense, et ça a été repoussé, enfin bref, catastrophe. Je pensais que ça finirait par ne jamais sortir, mais vraiment je l'avais noté, j'avais eu l'info il y a déjà super longtemps, et enfin bon bref. Peu importe, il est là, enfin. Les gens vivaient parce qu'elle tuait, les gens mouraient parce qu'ils vivaient. ça commence comme ça. Voilà. Zafira est la chasseuse. Elle se déguise en homme lorsqu'elle brave la forêt maudite de Lars pour nourrir son peuple. Nassir est quant à lui le prince de la mort, assassinant ceux qui sont assez stupides pour défier son tyran de père, le sultan. Si Zafira était démasquée et sa nature féminine exposée, tous ses actes seraient décriés. Il en va de même pour Nassir qui serait brutalement puni par son père si celui-ci découvrait la compassion dont fait preuve son fils. Ils sont de véritables légendes dans le royaume d'Arawiya, mais aucun d'entre eux ne veut de cette gloire. Alors que la menace d'une guerre grandit et que Lars étend son ombre de jour en jour, Zafira et Nassir sont envoyés chacun de leur côté récupérer un artefact perdu qui restaurerait la magie dans le royaume. Le fils du sultan est chargé d'une mission supplémentaire, éliminer la chasseuse. Mais au cours de leurs voyages respectifs, un autre mal terrifiant semble émerger et l'objet qu'il recherche pourrait s'avérer plus dangereux qu'il ne l'imagine. Wow, on adore du coup la fantaisie orientale. Moi je dis oui, on y va tous ensemble. Alors, un titre aussi, du coup, j'ai trouvé qu'il n'avait pas fait trop de bruit, donc un peu étonnée parce que vu le succès des titres de cette autrice, voilà. Donc je vous en parle, du coup, le 29 septembre est prévue la sortie de L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wellenstein aux éditions Scrinéo. On est ici sur le premier tome d'un diptyque de fantaisie médiévale, donc proposé par l'autrice. Je vous lis le résumé. Depuis un demi-siècle, le royaume de Comgal, au niveau de la prononciation là, voilà, s'enfonce dans un âge sombre. Les monstres pullulent, des villages entiers disparaissent dans les toiles d'araignées et les tarantas tissent dans l'esprit des hommes, les condamnant à s'étioler dans la mélancolie et les idées noires. 3 êtres brisés deviennent la cible d'une population aux abois. Un garçon, possédé par l'esprit d'un loup, une jeune fille soupçonnée d'avoir les pouvoirs d'une araignée, un ancien soldat qui a tout perdu, persuadé que son fils vit dans l'œil d'un cerf. Ok. Pourchassés par le chef de l'Inquisition et son archère, ils vont devoir s'allier pour survivre. Mais sont-ils des boucs émissaires ou au contraire 3 redoutables fléaux qui porteront le coup de grâce à ce monde agonisant? Et ben il faudra lire pour le découvrir les gars. J'adore. Bon alors côté grand format on a fini et si on passait aux suites. Alors je vais accélérer légèrement.
Côté suite, on aura une sortie donc le 7 septembre, qui est déjà sortie évidemment, le tome 2 de Nos jours brûlés, les flammes ivoires de Laura Nsafou chez Albin Michel. Le premier tome avait fait beaucoup de bruit, je crois qu'il avait eu de bons retours, donc voilà, je l'ai mis parce que franchement en plus la couverture est magnifique, comme le premier tome. On enchaîne avec la sortie le 7 septembre du troisième et dernier tome de la saga Aurora Squad, voilà, d'Amy Kaufman et J. Christophe aux éditions Casterman. Regardez-moi cette beauté, elle est arrivée d'ailleurs chez moi, j'ai commencé à la lire, je ne dis ça, je ne dis rien, bref, enfin voilà, mais du coup vous savez mon amour pour cette série, je ne vais pas en reparler parce que je vais finir par vous dégoûter, mais vraiment si vous ne l'avez pas lu, qu'attendez-vous, parce que c'est génialissime, même si j'ai pas lu le dernier tome, mais je sais que ça va être... Oh là là, je me sens mal, je suis très excitée, en même temps je me sens mal de finir cette saga, mais bon bref. On enchaîne ensuite, toujours le même jour, donc le 7 septembre est sorti aussi le troisième tome d'une saga qu'on a beaucoup vu passer ces derniers temps. C'est une des enquêtes des Sœurs Brontë, ici le Monarque Rouge de Bella Ellis aux éditions Hauteville. On est toujours sur des superbes couvertures, moi je trouve. Le 8 septembre est sorti chez Lumen le tome 2 des Ombres, alors c'était les monstres de Rookhaven, là cette fois c'est les Ombres de Rookhaven de Padraig Kenny. De Padraig Kenny, pardon, excusez-moi. Voilà. Le 8 septembre est sorti aussi le tome 6 d'une série dont je vous ai pas parlé depuis longtemps parce que concrètement j'ai pas avancé. C'est La Malédiction des Dragon's Blood d'Anne Robillard aux éditions Michel Lafon. J'avais beaucoup aimé ce premier tome et franchement je dis ça, je dis rien, mais au coin du feu, en pleine période automnale, voire hivernale, par exemple pour le Pumpkin Autumn Challenge, voilà. Je dis ça, je dis rien, c'est une idée comme une autre. Le 21 septembre sortira le tome 4 de Dynastie, une douce brûlure d'Ilona Andrews aux éditions J'ai lu. Donc concrètement voilà. Et puis pour finir, le 29 septembre sort enfin chez De Saxus le tome 2 de la série Serpent and Dove, donc Blood and Honey, de Shelby Mahurin, donc voilà, chez De Saxus, je l'ai déjà dit. Bref, j'ai toujours pas lu le tome 1, donc on n'en parlera pas. On s'attaque aux poches ? Côté poche, eh bien le tome 1, si je vous en ai pas parlé tout à l'heure, c'est parce que je savais que j'allais vous en reparler là. Le tome 1 de la série Aurora Squad d'Amy Kaufman et J. Christophe sort en version poche aux éditions Casterman le 7 septembre. Enfin, d'ailleurs est déjà sorti, donc vous pouvez d'ores et déjà vous le procurer si vous l'avez pas lu. On est en 2380, quelque part dans l'espace, et si le sort de l'univers dépendait des 7 têtes brûlées à l'humour cosmique. On a Tyler, l'alpha, chef de l'escadron, carrément beau gosse, Scarlett, la négociatrice, jumelle de Tyler, franche et directe, Kat, l'as, pilote rebelle qui ne craque pas du tout sur le chef. Bref, Finn le mécano, monsieur je sais tout, capable de réparer les dégâts ou d'en causer. Zilla, la cellule grise, scientifique sociopathe, véritable danger public, à éviter coûte que coûte. Cal, le gros bras, guerrier alien. Qu'est-ce qu'il fait là déjà? J'adore. Bref, je m'éclate rien qu'à lire le résumé, c'est horrible. Ori, la fille mystérieuse, cryogénisée depuis 200 ans, soudain réveillée, et peut-être à l'origine d'une guerre intergalactique. La saga qui va secouer la galaxie. On est sur un space opéra, du coup, si vous aimez un peu Star Trek, un peu toute cette ambiance, mais vraiment avec un roman qui va vous faire adorer en fait ce groupe de personnages complètement hétéroclites qui n'ont rien à faire les uns avec les autres et qui se retrouvent obligés d'agir en groupe, en équipe, et ça, le ton est mordant, ça charrie, ça rigole de partout. Et c'est un film d'action, enfin je veux dire c'est hyper visuel, enfin ça ne veut rien dire comme résumé, je suis désolée, mais voilà, je l'adore tellement que j'ai beaucoup de mal à en parler parce que j'aime pratiquement tout, en tout cas dans ces 2 premiers tomes. Donc vraiment, allez-y, c'est une super entrée pour, dans un monde un petit peu dans l'espace évidemment, avec un côté un peu alien, enfin vraiment c'est topissime. Et vous allez tomber amoureux de ces personnages à la fois adorables, détestables, enfin...
Voilà, ils vous laisseront pas indifférents et vous allez vous marrer, c'est obligé. En plus, Casterman a fait un travail un travail éditorial, j'entends, vraiment sur le livre, c'est super agréable et il y a plein de pages. Je peux pas vous le dire parce que voilà, mais franchement, allez-y parce que c'est un bijou. On enchaîne le 7 septembre toujours, hein, donc la sortie en poche des 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid aux éditions Hauteville. On en a entendu parler à Gava ces derniers temps de cette autrice, je crois. Voilà, pour plein de titres, il y a eu les Malibu, je sais pas quoi, les sirènes de Malibu là ou un truc comme ça. Bref, il paraît que les 7 maris d'Evelyn Hugo est vraiment un titre à découvrir. Il paraît que c'est génialissime. Alors je voulais le résumer très rapidement, c'est à vous et à vous seul que s'adresse cette confession. À l'aube de ses 80 ans, Evelyn Hugo, légende du cinéma, est enfin prête à dire la vérité sur sa vie aussi glamour que scandaleuse. Mais quand cette actrice vieillissante et solitaire décrète qu'elle fera ses révélations à Monique Grant, journaliste pour un obscur magazine, personne ne comprend son choix. La journaliste décide de saisir cette occasion pour lancer sa carrière. Elle écoute avec fascination l'histoire de cette actrice mariée 7 fois. Une histoire d'ambition, d'amitié et d'amour défendu. À mesure qu'elle recueille les confidences d'Evelyn, la journaliste comprend que leurs destins sont étroitement liés. Un roman poignant, captivant, imprégné du glamour de la grande époque hollywoodienne de BuzzFeed. Bref, voilà, on adore. Moi je crois que je m'y plongerai du coup maintenant que c'est sorti en poche. Je serais peut-être pas allée avant, mais là pour le coup, pourquoi pas. D'ailleurs en parlant de pourquoi pas, un titre aussi que j'ai vu passer et repasser dans tous les sens en version grand format est là, qui sort aux éditions Le Livre de Poche le 28 septembre. C'est le tome 1 de Capitale du Sud, Le sang de la cité de Guillaume Chamanadjian. Là concrètement, voilà, si vous y allez pas à ce moment là, je sais pas quoi vous dire. Enfermée derrière 2 murailles immenses, la cité est une mégalopole surpeuplée, constituée de multiples duchés. Commis d'épicerie sur le port, Knox est lié depuis son enfance à la maison de la Kawan, la tortue de mer. Me demandez pas plus. Il partage son temps entre livraison de vins prestigieux et sessions de poésie avec ses amis. Après un coup d'éclat, il hérite d'un livre de poésie qui raconte l'origine de la cité. Très vite, Knox se rend compte que le texte fait écho à sa propre histoire. Malgré lui, il se retrouve emporté dans des enjeux politiques qui le dépassent et confronté à la part sombre de sa ville, une cité miroir peuplée de monstres. On est ici sur une saga donc de fantaisie française qui a reçu un nombre de prix faramineux. Donc lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Un titre qu'on a vu passer aussi beaucoup de fois et qui a eu plutôt de très bons retours, c'est Ce que murmure le vent d'Amy Harmon, donc aux éditions Le Livre de Poche le 28 septembre. New York 2001, pour respecter les dernières volontés de son grand-père adoré, Anne Gallagher fait le voyage de Brooklyn jusqu'à Dromahair, un petit village du nord de l'Irlande, afin de disperser les cendres de son aïeul sur sa terre natale. Avalée par le brouillard au milieu du lac où elle lui fait ses derniers adieux, elle est victime d'une mystérieuse attaque. Quand Anne se réveille, elle est en 1921, Outlander bonjour. Quand Anne se réveille, elle est en 1921, dans le domaine de ses ancêtres. Tous semblent penser qu'elle est sa propre arrière-grand-mère disparue lors de la sanglante insurrection de 1915. Perdue au cœur des heures les plus sombres de l'histoire irlandaise, alors que gronde déjà la guerre civile et le chaos, la jeune femme du XXIe siècle doit tout réapprendre. Déchirée entre son désir de retrouver la vie qui était la sienne et la folle liberté que lui offre ce nouveau départ, Anne réussira-t-elle à trouver sa place ? Avec une précision historique remarquable et une écriture d'une grande élégance, Amy Harmon nous offre une éblouissante épopée familiale. Allez, avouez, ça donne trop envie. Bon, j'avoue que quand j'ai commencé à lire le résumé la première fois, je me suis dit, ouais, on est sur Outlander, quoi, concrètement, voilà, quoi. Mais non, il y a quand même une petite différence, je pense, et puis en un tome, c'est fini. Il y a aussi ça qui est une grosse différence. Bref, on passe à la suite. Et ben les gars, la suite, c'est en fait les suites côté manga. Donc il n'y a pas de nouveauté que j'ai repérée, en tout cas dans ma sélection. Donc je vais passer vraiment à l'annonce des suites. Et bien au niveau des suites, il y en a pas mal, donc accrochez-vous. Le 1er septembre est sorti le tome 6 de A Sign of Affection de Morishita Shu. Je crois que c'est chez Akata, du coup j'ai un petit doute là d'un coup, parce que je l'ai pas noté évidemment, mais ça doit être ça. Ensuite, toujours le même jour, le 1er septembre, est sorti le tome 9 de Spy Family.
Non, j'ai toujours pas avancé, c'est une catastrophe, de Tatsuya Endo et je crois que c'est chez Kurokawa parce que là non plus j'ai oublié de le marquer. Donc bah voilà, je vous mettrai là, ce sera simple de vérifier. Ensuite le 7 septembre est sorti... Purée, il faut que j'aille l'acheter, j'ai oublié. Le tome 2 de Clean with Passion, dont j'ai lu le premier tome, Daingo aux éditions K-Books. Oui, c'est encore une série K-Books que j'ai vue en K-drama, enfin bon, bref, peu importe. Je l'adore, vraiment, allez-y. En plus, le gars est trop marrant, donc franchement, foncez. Le 8 septembre est sorti également le tome 3 du Petit Monde de Mashida, de Yuki Endo. Je crois que c'est chez Akata aussi. Le 14, alors là on vient sur des sorties qui ne sont pas encore arrivées, le tome 10 de l'Atelier des Sorciers, ben oui, de Kamome Shirahama, sort chez Pika, ouais. Il y a aussi une édition collector, donc pour les collectionneurs, voilà. Le 21 septembre, ce sera le tour du tome 3, je suis trop à la bourre, de l'Oiseau d'Or, pardon, de Kainis, de Kazuki Hata chez Glénat. On m'a très gentiment offert le tome 1. Du coup il y a quelques temps, du coup il faut absolument que je le découvre et du coup bah oui le tome 3 va déjà sortir, c'est une catastrophe. En parlant de catastrophe, le 30 septembre ce sera le tour du tome 5 de la saison 2, je sais que vous savez de quoi je parlais, de La Petite Faiseuse de Livres de Miyakazuki aux éditions Ototo. J'ai toujours pas non plus avancé dans cette série, mais bon voilà, au moins vous savez ce qu'il en est. Alors, quelques nouveautés côté BD, là franchement il y a des titres qui me font super envie. Le 7 septembre est sorti La Longue Marche des Dindes, d'après le roman de Kathleen Carr, donc par Léonie Bischoff, pardon si ça se prononce pas comme ça, aux éditions Rue de Sèvres. Je vous lis un peu le résumé. Missouri, été 1860, après avoir quadruplé j'adore son CE1 à 15 ans, Simon, diplômé d'office par Miss Rogers, se voit refuser l'entrée en CE2 et doit gentiment déployer ses ailes. Aussi, le soir même de cette mauvaise nouvelle, lorsqu'il apprend que les dindes sur pattes valent 20 fois plus à Denver que chez lui, il décide d'acquérir 1000 têtes pour les convoyer sur 1000 km et prouver ainsi qu'il a le sens des affaires. Il recrute pour l'escorter une équipe improbable avec laquelle il va devoir traverser le désert, affronter les rocheuses et négocier avec les Indiens. Ces derniers accepteront-ils de laisser passer cette étrange caravane qui doit atteindre Denver pour y faire fortune? Le magnifique roman de Kathleen Carr, adapté par l'autrice du brillant Anaïs Nin sur la mer des mensonges, je vous le mets là, de Léonie Bischoff, donc qui signe son premier titre jeunesse. Donc franchement celui-ci il a l'air topissime et le graphisme est vraiment très très sympathique. On enchaîne du coup avec une sortie le 14 septembre, le premier thème d'une saga, donc La Bibliothèque des Vampires, de David Borio au scénario et Manluo au dessin, qui sort chez Glénat. Un secret trop bien gardé. Alice, qui adore dessiner, va enfin faire sa rentrée dans une nouvelle école d'art. Dès son arrivée, elle se lie d'amitié avec Azalea, une jeune fille un peu fantaisiste, qui a déjà sa petite théorie. Quelque chose ne tourne pas rond dans cet établissement. Elle a bien l'intention de découvrir ce qui se trame et décide de commencer à chercher du côté de la bibliothèque. Malgré les idées farfelues de sa camarade, Alice accepte de se prêter au jeu. Il est vrai que la bibliothécaire ressemble étrangement à un zombie et que Tio, son assistant, a l'air totalement inexpressif, on dirait presque un vampire. Tout s'éclaire le jour où les deux amis découvrent ébahis les souterrains de l'école. Leur exploration va les mener jusqu'à une salle dédiée à d'étranges cérémonies. Certains indices ne trompent pas. Se pourrait-il que l'école soit dirigée par un groupe de vampires? Mais que veulent vraiment ces vampires? Et à quoi peut bien servir cette école? Un premier tome savoureux, plein d'énigmes et de suspense qui donne envie d'accompagner les filles dans leur aventure, le tout mis en scène par un dessin raffiné aux couleurs pétillantes. Allez, si ça vous tente pas, moi je sais plus quoi faire. Même jour du coup, toujours chez Glénat, sort également Mon ami Pierrot, alors là on change totalement de registre, de Jim Bishop, donc un amour magique, un amour toxique. Jeune fille issue de la noblesse, Cléa est promise un bel avenir aux côtés du fils du comte de Law, Berthier. Mais alors qu'elle s'apprête à l'épouser, elle fait une rencontre des plus inattendues, celle de Pierrot, un magicien des rues. Ce saltimbanque va faire chavirer son cœur, charmant, galant et un brin intrigant. Il lui offre le vent de liberté qui manque à sa vie. En le suivant dans son antre caché au cœur de la forêt, c'est tout un monde merveilleux qui s'ouvre devant elle. Mais les vertiges de l'amour seront de courte durée et déjà les premières larmes coulent sur les joues de Cléa. Bientôt la passion cédera la place à la confusion. Mais qui est vraiment Pierrot? Pendant ce temps, Berthier désempareux se lance à la recherche de sa fiancée sans se douter un instant
que cette quête pourrait le mener au seuil de la folie. Après le très émouvant Lettre perdue en 2021, Jim Bishop nous offre un roman graphique bouleversant d'une grande maturité, véritable conte philosophique avec un univers onirique et magique qui s'inspire autant de l'animation japonaise que du manga, L'Atelier des sorciers. Mon ami Pierrot raconte les dangers de la passion et la fin de l'innocence. Une œuvre subtile qui nous hante longtemps après la dernière page. Ok, je trouve qu'il y a une petite vibe du travail de mon BDiste presque préféré, hein, j'ai envie de vous dire. Donc vous savez de qui je parle, j'en suis sûre. Donc Timothée Le Boucher. Bref, peu importe, on enchaîne. Le 21 septembre sort Anna et l'Entremonde, le tome 1 intitulé Par l'Ouest vers les Indes de Marc Dubuisson et Si aux éditions Glénat. Oh, vous connaissez le travail de Si, on la voit partout, donc vraiment son trait est reconnaissable entre tous, je trouve, donc c'est pour ça aussi que je me suis arrêtée dans un premier temps sur ce titre et franchement ça donne très très envie. Un fantastique voyage aux confins du monde. 1492, j'espère que c'est une date qui vous parle, les îles Canaries, Anna et Domingo, deux jeunes orphelins, ravitaillent les navires faisant halte au port de Las Palmas. Lorsqu'ils chargent le Santa Maria, ils se retrouvent embarqués dans la fameuse expédition de Christophe Colomb. Direction les Indes. Malheureusement pour eux, dans cette version de l'histoire, la Terre est plate. Arrivés aux chutes du bout du monde, ils se retrouvent projetés dans un univers fantastique peuplé de pirates en tout genre. L'Entremonde. D'aventure en aventure, Anna, désormais séparée de ses amis, va devoir s'adapter à cette nouvelle contrée insolite. Apprendre ses codes et apprivoiser ses curieux habitants. Peu à peu, elle va réaliser qu'un personnage menace l'Entremonde et que ce lieu est encore plus surprenant qu'elle ne le pensait. Nouvelle série d'aventures prévue en 4 tomes, Anna et l'Entremonde est le fruit d'une belle collaboration entre Marc Dubuisson qui met sur pied un scénario débordant d'imagination, au dialogue savoureux, et Si, qui dévoile toute la force de sa personnalité graphique dans des planches en couleur directe à couper le souffle. À eux deux, ils créent un monde riche et cosmopolite, permettant d'aborder des thématiques fortes et universelles sous le prisme de la quête initiatique. Une aventure fantastique qui donne autant envie de mettre les voiles que de s'ouvrir à l'inconnu. Le 22 septembre, ce sera le tour d'Alia, chasseuse de fantômes, le tome 1 intitulé Le Nouveau Monde de Bruno Voiro, aux éditions Jungle. Après la mort de son grand-père bien-aimé, Alia et ses parents emménagent dans sa maison. La jeune fille découvre un portail vers un autre monde riche en surprises et en fantômes. Pumpkin Autumn Challenge, bonjour. Elle intègre d'ailleurs Floralie, la prestigieuse école de chasseurs de fantômes où elle apprend à utiliser ses nouveaux pouvoirs. Mais pendant qu'elle explore ce nouveau monde et se fait des amis, une terrible menace rôde sur l'école. Franchement, franchement ça donne trop envie. D'ailleurs en parlant de fantômes, parce qu'apparemment c'est un petit peu la thématique quand même qui va revenir, le 22 septembre sortira également le tome 1 d'Esprit es-tu là, d'après le récit de Patricia Daré, donc par Camille Le Soufaché et Fred Campois, aux éditions Michel Lafon. Alicia est une adolescente comme les autres. À cela près qu'elle a un don très spécial, elle peut communiquer avec le monde invisible des esprits. Alicia est ce qu'on appelle une médium. En plus de son quotidien de collégienne, elle parle régulièrement aux morts, raccompagne des âmes errantes et va à la rencontre de fantômes dans des lieux hantés. Elle n'a pas choisi cette destinée, c'est elle qui a été choisie. Une nuit, Alicia se réveille en sursaut après avoir fait encore un cauchemar. Elle sait que cette fois ce n'est pas un rêve comme un autre, c'est un appel au secours. Alicia doit résoudre le mystère d'un spectre enragé en quête de vérité. Alors en parlant de titres qui donnent vraiment très envie, genre diablement envie. Alors celui-ci, si vous arrivez à résister, moi appelez-moi, donnez-moi des conseils parce que vraiment celui-ci, aïe aïe aïe. Bref, La Chambre des Merveilles va sortir en version histoire complète, d'après le roman de Julien Sandrel, bien sûr, par Pelaez et Delpech aux éditions Grand Angle, donc ils font label qui fait partie du groupe Bambou, et ça va sortir le 28 septembre. Alors écoutez bien, c'était un énorme album de 72 pages, le pari fou d'une mère qui veut sortir son fils du coma en réalisant ses rêves. Louis a 12 ans quand un camion le percute et le plonge dans le coma. Le pronostic est sombre. Si son état n'évolue pas, il faudra débrancher le respirateur. Waouh, ça m'a fait bégayer tellement... horrible. Plutôt que de baisser les bras, sa mère Thelma décide de se battre à sa façon, la seule qui lui paraît envisageable. Durant ce temps suspendu à cette décision médicale dramatique, à la place de son fils, elle va réaliser ses merveilles, toutes les expériences qu'il aurait aimé vivre et qu'il a consignées dans un carnet.
À travers elle, il verra combien la vie est belle, peut-être même que ça l'aidera à revenir. Et si Louis doit mourir, il aura vécu par procuration la vie dont il rêvait. Oh, voilà, ça m'a mis les poils, moi je sais pas vous, mais au secours. Donc voilà, concrètement le titre me fait vraiment très envie, le résumé pardon me fait très envie. Et je trouve que là, mis en bande dessinée, il a l'air magnifique, le graphisme est fou, donc je suis trop à fond. Et pour finir sur les nouveautés, on clôturera ce mois de septembre avec une sortie le 29, donc vraiment la fin du mois, d'Ambre et de Feu, d'Agnès Domergue au scénario et Hélène Canac à l'illustration, qui va sortir donc aux éditions Jungle. C'est une BD jeunesse, le nouvel album des autrices d'Entre Neige et Loup. Je vous lis le résumé. Le royaume d'automne, une forêt lumineuse, des créatures maléfiques, un petit prince. Kitsune est le dernier des Kitsune. Kitsune est le dernier des Kitsune, je sais pas comment on prononce, bref. Koyo est le fils de son pire ennemi. Ainsi se déroulera l'histoire, mi-humaine, mi-animale, d'une amitié ou d'une vengeance. Oh, franchement, l'album a l'air fou, le graphisme, j'adore, c'est tout à fait ma came, donc voilà. Et pour finir, eh ben écoutez, je finirai avec les suites, c'est évident. Deux titres qui vont sortir ensuite. D'abord le premier... non, pas du tout. D'abord le 7 septembre est sorti le tome 2 de la BD Phobos, donc la règle du jeu, d'après Victor Dixon, c'est évident, par Eduardo Francisco aux éditions Glénat. Et enfin, on finira le mois, le 30 septembre, sortira le tome 7 de ma petite BD chouchou, Animal Jack, donc le plein d'aventures de Kit Toussaint et Miss Prickly aux éditions Dupuis. Et voilà, on en a fini avec cette sélection à rallonge des sorties livresques de septembre 2022. J'espère que vous avez pu y trouver votre bonheur tout simplement. J'espère que vous ferez de chouettes rencontres livresques. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, à mon compte Instagram, je vous mets tout ça ici. N'hésitez pas à liker aussi, à commenter, à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. Ça fait toujours très plaisir et puis ça aide aussi à faire grandir la chaîne. Donc vraiment... si vous avez 2 minutes, n'hésitez pas, en m'identifiant toujours pour que je puisse le voir et le repartager, c'est évident. Bref, je vais m'arrêter là parce que je bégaye à fond. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais bien sûr plein de gros bisous.